Édouard Husson. Édouard est historien de formation, spécialiste de l'Allemagne moderne et contemporaine. C'est, je crois, l'un des meilleurs spécialistes de l'Allemagne chez nous. Il a été président de l'ESCP Europe, vice-chancelier des universités de Paris. Il est actuellement directeur de l'Institut franco-allemand des études européennes. Alors on l'a convié pour parler de l'Allemagne parce que je crois qu'effectivement c'est un des rares chez nous qui porte un regard lucide sur l'Allemagne et qui, la connaissant bien, n'a pas le surmoi germanique de nos élites. Donc on va lui laisser la parole. J'ai appris également qu'il avait été escrimeur dans son passé, vice-champion d'escrime, je crois, d'Île-de-France. Alors j'espère que cet art de l'esquive ne l'empêchera pas de répondre à vos questions. Je vous rappelle le format, environ une demi-heure d'intervention, un peu plus d'une demi-heure d'intervention peut-être d'Édouard, et puis ensuite la parole est à la salle. Voilà. Merci beaucoup, Édouard. Merci Emmanuel. D'abord j'ai été champion d'Île-de-France. Et puis ensuite j'ai fait de l'épée, donc j'ai le droit de toucher partout. Je n'ai pas au masque, aux pieds. Il n'y a pas la différence du fleuret où on ne peut toucher que sur le plastron. Donc tous les coups sont permis. Écoutez, merci à Emmanuel et à François de me fournir cette occasion. Effectivement, parler des relations franco-allemandes, parler des relations entre la France et l'Allemagne, en fait, c'est sans doute évoquer un psychodrame français, pour commencer. Je voudrais commencer par ça, dans la mesure où je crois que ce que je vais vous décrire, c'est bien sûr, je vais vous donner un certain nombre d'éléments de repères sur l'Allemagne d'aujourd'hui, mais vous allez voir que tout au long de mon exposé, je vais vous parler en permanence de ce regard français sur l'Allemagne. Et quand je dis ce regard français, c'est un regard des milieux dirigeants français, on va dire des élites françaises. Ce n'est pas le regard de la population française en général. Le regard de la population française en général sur l'Allemagne, il est normalisé, tantôt indifférent, tantôt un peu agacé, mais surtout convaincu que, bon, voilà, ça a été l'ennemi à un moment, on s'est réconcilié, d'ailleurs De Gaulle, etc. Voilà, donc, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant à observer, et un peu angoissant d'ailleurs, parce que ça fait 40 ans, 45 ans que ça dure, c'est une espèce d'incapacité des milieux dirigeants français à regarder l'Allemagne telle qu'elle est. L'Allemagne avec ses immenses qualités et ses quelques défauts. Et surtout, ce que je vais essayer de vous montrer rapidement, en quelques minutes ce matin, c'est que il y a deux choses. Il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler un modèle allemand réel, objectif, mais je vous montrerai qu'en fait, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et puis, il y a un modèle allemand dans la tête des élites françaises, et qui a de moins en moins à voir avec la réalité de l'Allemagne d'aujourd'hui et la réalité du monde dirigeant allemand. Ça, je crois que c'est très important de se mettre ça en tête, parce que beaucoup de notre politique, elle est fondée sur ce modèle allemand imaginaire, avec des conséquences qui mènent à, aujourd'hui, un dialogue entre la France et l'Allemagne assez grandiloquent, voire le traité d'Aix-la-Chapelle, est de plus en plus décalé par rapport aux attentes des autres pays européens membres de l'Union européenne et par rapport aux réalités du monde tel qu'il est en train d'évoluer. Alors, effectivement, on pourrait prendre le temps de passer en revue chaque président de la République française depuis Giscard, parce qu'en fait, c'est avec Giscard que ça commence, ce psychodrame. On pourrait dire de Giscard à Macron, d'ailleurs d'un inspecteur des finances à l'autre. Il y a une culture spécifique, une appréhension de l'Allemagne, et je dirais appréhension aux deux sens du mot. Une capacité à saisir, enfin une volonté de saisir l'Allemagne, mais aussi une peur. Parce qu'il y a quelque chose qui caractérise par ailleurs le monde dirigeant français, c'est la peur de l'Allemagne, la peur de la puissance allemande. Une peur qui est, à mon avis, pas du tout justifiée, parce que quand on a eu la chance, comme je l'ai eu, de travailler en Allemagne, on a toujours un double mouvement, profonde admiration pour un certain nombre de qualités de l'Allemagne au travail, effectivement, mais aussi, dès qu'on observe les choses, il ne faut pas penser a priori, il ne faut pas être kantien pour aller en Allemagne. Il ne faut pas de catégorie de la pensée a priori.
du genre les Allemands ne font jamais grève. Bah, il suffit de passer du temps en Allemagne pour savoir qu'il y a des grèves en Allemagne. Du genre les Allemands ont une productivité supérieure aux Français. C'est pas vrai. Toutes les statistiques montrent le contraire. Donc il ne faut pas penser a priori. Et quand on ne pense pas a priori, on voit, et je vais en parler tout à l'heure, qu'il y a des choses tout à fait extraordinaires à apprendre de l'Allemagne, mais il y a aussi à comprendre nos propres qualités, ce que nous savons faire, et c'est ça le génie de l'Europe, on peut dire à travers les siècles, c'est la complémentarité de ces cultures, c'est la diversité de ces pays, et c'est ça qui a fait le miracle de l'innovation européenne, et c'est sans doute ce que nous risquons de perdre si nous nous obstinons à vouloir uniformiser absolument, ou bien, dans le cas des Français, à vouloir suivre un modèle qui, en plus, n'est pas un modèle ancré dans la réalité. Alors, je voudrais vous rappeler un ouvrage qui est un bon ouvrage quand on le relit aujourd'hui, mais dont on tire souvent les mauvaises conclusions. En 1991, Michel Albert avait publié un livre qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme », dans lequel, en gros, il opposait un capitalisme rénant et un capitalisme dit anglo-saxon. Bon. Ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est que tout le monde en a tiré l'idée qu'il avait opposé le capitalisme allemand et le capitalisme américain. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le livre. Le livre parle d'un capitalisme rénant. D'ailleurs, si le livre avait été historiquement un peu plus travaillé, il aurait parlé de cette zone géographique qui va en gros du bassin londonien à la Lombardie, en passant par la Belgique, la Rhénanie, mais aussi la France de l'Est, la Suisse et le Piémont, et qui est effectivement ce que Michel Albert résumait comme le modèle rénan. C'est un modèle de capitalisme, c'est vraiment le modèle, c'est le cœur du capitalisme européen. C'est un capitalisme effectivement qui hésite entre un pôle financiarisé à Londres et un pôle entrepreneurial et d'entreprise familiale en Italie du Nord. Et en fait, oui, l'Allemagne participe à ce modèle du capitalisme rénan avec une certaine méfiance vis-à-vis de la shareholder value, avec une pensée du long terme, avec un goût pour l'industrie en tant que telle, effectivement. Mais tout ça fait que, quand on parle de modèle allemand, c'est un peu absurde parce que oui, il y a un modèle européen, un modèle lotharingien, on va dire, du capitalisme. Par ailleurs, il y a une Allemagne qui est très diverse, parce que essayer de faire rentrer la Bavière dans ce modèle-là. La Bavière, c'est un État qui était agricole jusque dans les années 60, et qui ensuite a franchi de manière tout à fait extraordinaire en 20 ans le passage à ce qu'on appellera un peu rapidement la troisième révolution industrielle. Aujourd'hui, la Bavière est un des lieux d'innovation les plus impressionnants en Europe. Dans les nouvelles technologies, dans les NBIC, comme on dit, la Bavière est absolument remarquable. Mais où classez-vous dans votre modèle allemand l'ancienne Allemagne de l'Est, qui représente une autre façon d'envisager l'économie à une certaine époque, et je ne parle pas simplement de la période est-allemande, hein, je parle des grandes propriétés foncières du 19e siècle, je parle aussi de l'industrie de la Saxe, qui est quelque chose de tout à fait spécifique, avec une industrie lourde sans équivalent dans le reste de l'Europe. La notion de modèle allemand n'a pas grand sens quand on la prend au sérieux, ou alors il faut dire que la France y participe en partie, la France de l'Est, moi je préfère à ce moment-là la catégorisation de Michel Albert, qui est capitalisme contre capitalisme, le modèle rénan face au modèle anglo-saxon, encore que, il faudrait nuancer. Mais tout ça pour vous dire que ce modèle allemand, il est surtout dans la tête des élites françaises. Et c'est un modèle imaginaire, et quand vous regardez bien, qu'est-ce qui reste au bout du compte ? Je vais prendre deux éléments tout à fait opposés. Le modèle allemand, nos dirigeants n'ont que ça à la bouche, mais si, comme le dit un auteur britannique dont je vous recommande le livre, Paul Lever, qui a écrit un livre qui s'appelle Berlin Rules, qui veut dire à la fois Berlin dirige et les règles berlinoises, eh bien, qu'est-ce que les Allemands redoutent encore plus que la financiarisation du capitalisme ? Eh bien, c'est l'intervention de l'État.
Donc en fait, on a quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est que nos énarques, j'ai pas fait l'ENA, mais je n'ai rien contre les énarques, nos énarques qui n'ont que le modèle allemand à la bouche, en même temps, ils passent régulièrement à côté de l'élément clé de la culture allemande, qui est, il n'y a rien de pire que l'intervention de l'État dans l'économie. D'ailleurs, vous ne comprenez pas le psychodrame Alstom-Siemens si vous ne voyez pas que la plupart du monde industriel allemand, la plus grande partie n'est absolument pas choquée par l'avis qui a été rendu par la Commission européenne. Non, les règles allemandes de la concurrence ne veulent pas de ce genre de montage, et les règles européennes de la concurrence sont largement inspirées des règles allemandes. Donc qu'est-ce que c'est que ce psychodrame, là encore franco-français, où on monte sur ses ergots et on dit on va voir ce qu'on va voir, on nous empêche de faire des champions industriels, mais ça n'est pas comme ça que l'Allemagne comprend l'innovation ni la puissance industrielle. Ce ne sont pas par des fusions pensées d'en haut de façon abstraite et technocratique. L'Allemagne comprend la puissance et l'innovation industrielle à partir de réelles questions de production, de réelles questions d'innovation, de problèmes d'ingénierie. Et donc si effectivement à un moment deux entreprises ont envie de se rapprocher parce que non seulement leurs états-majors mais aussi l'objectivité de l'innovation y amène, oui, ça se fera. Encore faudra-t-il respecter un certain nombre de règles de concurrence de manière à ne pas tuer le tissu d'innovation allemand, etc., ou européen, etc. Donc, première chose. Deuxième chose qui apparaît absolument fondamentale aux Français, où ils passent à côté. On a fait l'euro. On a fait l'euro selon des critères largement allemands. Je dis ça sans animosité, c'est un fait. Je veux dire, ce sont les règles de la Bundesbank qui ont été largement adoptées par la Banque Centrale Européenne. Mais vous voyez bien la différence entre un pays où la question de la stabilité monétaire est héritée de l'histoire et quelque chose qui est en même temps très lié à des façons de faire. Prenez un trait qui oppose les Allemands et les Français, qui est la culture du cash, la culture de l'argent liquide en Allemagne. Les Allemands ont mis des décennies à passer à la carte bleue, au règlement par carte bleue. Moi, je me rappelle encore dans les années 90, dans la plupart des magasins, j'étais un bon petit Français qui arrivait avec sa carte bleue, je ne pouvais pas régler. Je me suis retrouvé un jour dans une librairie allemande, j'avais une pile de bouquins comme ça, mais je ne pouvais pas les régler, j'avais pas c'était des Deutschmark ou des euros, je ne sais plus, dans ma poche. Donc on détache complètement, et ça je voudrais conclure la première partie de cet exposé là-dessus, on détache complètement les mécanismes économiques et sociaux allemands, hérité d'une certaine histoire industrielle, d'une certaine histoire de l'épargne, d'une certaine histoire bancaire, d'une certaine histoire des relations sociales. On les détache de leur contexte. Et nos dirigeants français ont créé une espèce de modèle allemand abstrait qu'ils plaquent sur une toute autre culture politique. Et l'une des difficultés, je ne vais pas dire des impasses, mais des difficultés actuellement dans le dialogue entre la France et l'Allemagne, c'est qu'on ne sait pas comment sortir de ça. Je pense d'ailleurs que nos amis allemands sont plus lucides sur les origines de ces difficultés que nos dirigeants. Parce que, si vous voulez, je vais essayer, dans cette deuxième partie, de vous résumer en quelques mots ce qui s'est passé depuis 2 ans, depuis que Macron a été élu. Je ne vais pas vous parler spécialement d'Emmanuel Macron, d'abord parce qu'il y a eu l'adoration de Macron, aujourd'hui il y a le Macron bashing, je trouve que l'un et l'autre sont aussi puérils, et puis que, en fait, Macron, quand vous le regardez bien, oui, vous avez une immense énergie politique, certes, indéniablement, une volonté de puissance comme il y en avait rarement eu dans la classe politique française depuis quelques décennies, mais en même temps la pensée, le logiciel est d'une affreuse banalité. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un inspecteur des finances qui est porteur d'un héritage, ça commence au moins à Giscard, peut-être un peu avant, et il n'y a aucune originalité dans la vision européenne de Macron. Qu'est-ce qu'il a? C'est pour ça que je vais arrêter de parler de lui, je vais vous parler de la relation franco-allemande depuis 2 ans. Finalement, qu'est-ce que le président français, qu'est-ce que le gouvernement français, qu'est-ce que la haute fonction publique française a proposé à l'Allemagne? C'est une espèce d'aménagement pragmatique de la zone euro, avec
une double contrainte. La première contrainte, elle vient de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne ne veut pas aller au-delà d'un certain degré d'intégration. Pourquoi? Parce que l'Allemagne ne veut pas d'une mutualisation des dettes au sein de la zone euro, mais aussi parce que d'une certaine manière, et ça c'est un trait de la culture politique allemande qu'il faut avoir en tête, ce qui a été négocié en 1991-92, eh bien, si vous voulez, ça a été négocié, voilà, c'est fait. Donc on a établi des règles, donc on s'y tient. Si on devait remettre en cause ces règles, il faudrait absolument tout renégocier. Et ça, alors, je fais une petite parenthèse. Gros défaut des Français quand ils négocient avec les Allemands. Les Allemands considèrent que quand on arrive à la table de négociation, on a absolument en tête tout ce que l'on veut obtenir, et on le dit sans arrière-pensée. Les Français, et ça c'est Mitterrand négociant Maastricht, bon, je ne vais pas pouvoir tout obtenir, de toute façon c'est pas grave, le gouvernement économique de la zone euro, on en parlera plus tard, et puis on se rattrapera, même si on est obligé de concéder un peu, et puis finalement on est beaucoup plus intelligent, donc à la fin c'est nous qui nous imposerons. Eh bien non, regardez comment depuis 1992, les Français n'ont jamais pu ramener sur la table la question d'un gouvernement économique de la zone euro. C'était trop tard. Il fallait le demander en 91-92. Il fallait prendre le risque de faire échouer la négociation, puisque, effectivement, à l'époque, Helmut Kohl n'en voulait pas, parce que l'opinion allemande n'en voulait pas. Mais une autre leçon de la négociation avec l'Allemagne, c'est que quand on négocie très dur, et quand on dit tout ce qu'on veut, on arrive à un compromis. Si on avait demandé en 91-92 formellement, explicitement et en disant que c'était un risque d'échec pour la négociation, un gouvernement économique de la zone euro, il n'est pas à exclure que nous l'aurions obtenu. On ne l'a pas fait. Résultat, 25 ans plus tard, Emmanuel Macron s'est retrouvé avec un nouveau gouvernement à demander des petits aménagements. Alors on ne va pas faire de budget européen, mais on va mettre 4% du PIB, on va passer de 1% à 4% du PIB de la zone euro qui sera finalement mise en commun sur des investissements, évidemment, pas sur du fonctionnement, pas sur du règlement de dette, etc. Bon, oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Et c'est tout à fait extraordinaire quand vous réfléchissez, parce que, alors je sais bien qu'il y a le tempérament d'Angela Merkel qui n'aime pas répondre avant le dernier moment. D'ailleurs, vous allez voir que sur le Brexit, on va arriver à un deal au dernier moment, parce que Angela Merkel va dire non, écoutez, là, il faut quelque chose. Bon, donc ça, oui, il y a le tempérament d'Angela Merkel, mais moi j'ai appris comme historien que les individus peuvent peser, mais c'est très rare qu'un individu, à lui tout seul, pèse sur l'histoire. Les Bismarck sont très rares. Ou les Napoléons sont très rares. En revanche, il y a le fait que depuis 2 ans, c'est un dialogue de sourds. Les Français disent on voudrait ça, et les Allemands disent mais ça c'est déjà réglé depuis 25 ans, on a dit qu'on n'en voulait pas. Donc faisons autre chose. Faisons autre chose, alors faisons quoi? Ah ben si on parlait de défense, donc vous voyez, ça commence par une grande ambition avec le côté presque tragique pour le nouveau gouvernement, c'est qu'on avait pensé que la politique de réforme à l'intérieur était inséparable d'une politique d'aménagement de la zone euro. On n'obtient pas la politique d'aménagement de la zone euro et on se retrouve aujourd'hui un peu en difficulté, moi qu'on puisse dire, sur la politique de réforme. Bon, il faut avoir ça en tête. Et alors on fait quoi? On parle de défense. On parle de défense, oui, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Le traité d'Aix-la-Chapelle, on a commencé sur des choses, il y a 6 mois, 8 mois, 10 mois, les indiscrétions qu'on avait sur les négociations, c'était d'une ambition extrême. On allait mutualiser le siège français peut-être de façon franco-allemande ou européenne au Conseil de sécurité de l'ONU. On se retrouve avec l'idée que la France va soutenir une candidature allemande pour un siège permanent au Conseil de sécurité. On avait dit qu'on allait même travailler le sujet de la mutualisation de la dissuasion nucléaire française. Ça a été fait. Je peux vous dire, il y a eu des colloques, il y a eu des réflexions dans les ministères de la Défense, etc. Et puis finalement, tout le monde a conclu que ce n'était pas possible. Bon. Et aujourd'hui, les initiés vous disent, le drame de l'Europe actuelle,
c'est que en matière de défense, les deux pays qui coopèrent le plus et le mieux, c'est la France et la Grande-Bretagne. Or, la Grande-Bretagne est en train de sortir. Bon. Donc, je ne dis pas ça du tout pour vous désespérer, je dis ça simplement pour que je crois qu'un exercice de lucidité fait toujours du bien. Et précisément, puisque nous sommes dans une aventure commune depuis des décennies, que nous avons choisi de faire l'euro et qu'il va bien falloir trouver les moyens de continuer ensemble, eh bien, il vaut mieux regarder les choses en face et se demander comment continuer. Et j'en arrive au titre qu'on a donné à ma conférence, c'est-à-dire on est à l'épreuve des réalités. La relation franco-allemande à l'épreuve des réalités. Qu'est-ce que c'est les réalités aujourd'hui? Les réalités, c'est le départ imminent de la Grande-Bretagne. Alors là, on touche à quelque chose qui est le non-dit de la relation franco-allemande. Les Français qui aiment tellement être grivois et parler du French Triangle, là, ils oublient complètement, les commentateurs français oublient complètement d'en parler. Vous savez que l'histoire du couple franco-allemand, en fait, ça ménage à trois. Ça ménage à trois. Le drame des années 60, c'est que la Grande-Bretagne veut y rentrer, De Gaulle refuse, Pompidou accepte. D'ailleurs, c'est sans doute la période Pompidou qui est la période qui doit nous inspirer le plus aujourd'hui pour réfléchir à l'avenir des relations franco-allemandes. Et puis après, à partir de Giscard, en fait, les Allemands ne le disent jamais aux Français de peur de les chagriner, ou simplement parce que les Français n'écoutent pas. Peut-être que les Allemands le disent, mais les Français n'écoutent pas. Mais en fait, c'est une relation à trois. Parce que, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a rien qui agace plus, au fond, nos amis allemands que la culture française de l'intervention permanente de l'État dans la vie économique. Et les Britanniques, c'est le contrepoids. C'est ce qui a permis de faire avancer les positions de l'ordolibéralisme dans l'Union européenne, dans la communauté européenne, puis dans l'Union européenne, c'est le soutien de la Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, le grand drame aujourd'hui, du point de vue des Allemands, c'est que la Grande-Bretagne s'en aille. Et les Allemands ne savent pas comment s'en sortir. Parce que d'un côté, ils se disent, si nous sommes trop accommodants avec la Grande-Bretagne qui a décidé de partir, nous mettons en danger la cohésion de l'Union européenne. Mais en même temps, ils savent bien que ces 60 milliards d'excédents qui sont en jeu, c'est-à-dire la moitié de l'excédent de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne, l'excédent commercial, c'est ça qui est en jeu. C'est pour ça, je peux me tromper, hein, mais moi je vous fais le pari que dans quelques jours, Merkel trouvera une solution. Il y aura un deal, on oubliera le backstop, on le robera de telle manière qu'il y aura un deal. Mais ça nous demande de réfléchir à l'avenir. On ne va pas pouvoir faire autrement que inventer une nouvelle relation entre Londres, Berlin et Paris. C'est pas possible. Sinon, entre Paris et Berlin, ça continuera à se bloquer, ça continuera à se rigidifier, sans animosité d'ailleurs, mais on n'en tirera rien. L'autre élément, le choc de la réalité, c'est le retour fort on va dire, du sentiment national. En particulier, Italie, Autriche, Europe centrale. La France et l'Allemagne, face à ça, apparaissent assez démunies. Quelles que soient les déclarations, quelquefois provocatrices, la France et l'Allemagne apparaissent assez démunies. La politique d'immigration d'Angela Merkel, la chancelière était sincèrement convaincue qu'une fois qu'elle avait accueilli des gens, les autres allaient être solidaires en Europe. Ça n'a pas été le cas, et en particulier l'Europe centrale, c'est vraiment braqué sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sort de tout ça? Je crois que ça pose effectivement une question qui est de savoir quelles sont les priorités, ce que nous allons choisir dans les années qui viennent. Au fond, on a une Europe qui a été hyper ambitieuse. Regardez le traité d'Aix-la-Chapelle, il est très différent du traité de l'Élysée de 63. Le traité de l'Élysée, il parlait de peu de domaines et il en parlait de façon très concrète. Le traité d'Aix-la-Chapelle, il parle de tout. C'est quasiment, on a quasiment l'impression qu'on va vers une fusion franco-allemande, mais il ne dit rien de concret pour y arriver. Où il reprend des choses qui se font déjà. Comme par exemple la présence de ministres allemands au Conseil des ministres français ou le contraire. Donc il va falloir choisir.
Moi, j'ai pas de réponse, c'est pas mon rôle. Moi, j'observe, j'analyse. Il me semble que ce qui serait le plus compliqué dans la situation actuelle et ce qui ferait le plus ce qui détruirait le plus de valeur, c'est si la zone euro en tant que telle entrait en turbulence, s'il y avait un risque d'éclatement de l'euro. Bon, bah, si c'est ça, peut-être que je me trompe, hein, vous me direz peut-être autre chose, mais si c'est ça, il va falloir en tirer des conséquences. C'est qu'on a un système qui, par ailleurs, se rigidifie. Il n'y a plus d'accord sur l'immigration, il n'y a plus vraiment d'accord sur la politique de la concurrence, il n'y a plus d'accord sur la politique de défense, quelles que soient les déclarations grandiloquentes du traité d'Aix-la-Chapelle. On est mis sous pression par Donald Trump. Comment va-t-on faire? Donc il va falloir à ce moment-là faire des choix. Faut-il qu'il y ait des accommodements à la politique de la concurrence? Ça, c'est l'obsession française. Faut-il qu'il y ait des souplesses dans la politique commerciale, ne serait-ce que certains pays décident de protéger certains secteurs? Pourquoi pas? Faut-il qu'on mette fin à l'espace Schengen parce qu'on se dit que maîtriser la politique d'immigration, c'est une priorité nationale et que ça va permettre d'ailleurs de redevenir compétitif dans certains secteurs? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, je crois que si l'on se dit que c'est le domaine A qu'il faut sauver, il va falloir réduire l'ambition européenne, il va falloir l'accepter. Je pense que ça, c'est un des éléments clés à comprendre, c'est qu'il vaut mieux, et c'est un peu comme une armée qui est obligée de battre en retraite, mais qui veut éviter la déroute stratégique, tout en sauvant une position. Il faut premièrement choisir la position qu'on va sauver. Moi, il me semble que c'est celle de l'euro qu'il faut sauver, parce que sinon, on entre dans quelque chose d'assez compliqué. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir lucidement expliquer aux populations, mais je pense qu'elles y sont prêtes d'ailleurs, qu'il y a d'autres domaines où on va réduire l'ambition européenne. En tout cas, cette idée qu'on ferait tout en permanence en commun, en mutualisant, et que c'est la meilleure des solutions dans tous les cas. Voilà, c'est ce que je veux soumettre à votre réflexion. Alors, effectivement, je voudrais, si j'ai encore quelques minutes, je voudrais finir sur deux points. D'une part, une inquiétude et puis aussi une réflexion pour sortir de ce psychodrame que j'évoquais en commençant. D'abord, une inquiétude, c'est que, si vous voulez, le système européen tel qu'il s'est développé et le fait que la France et l'Allemagne, d'ailleurs surtout la France, ont considéré qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire que d'être dans une position commune permanente, mais qu'en même temps, on n'atteint jamais vraiment, ça fait que l'Union européenne est extrêmement démunie quand il s'agit de négocier face aux États-Unis de Donald Trump. Et je me permets de vous rappeler la séquence à laquelle on vient d'assister. Il faut quand même comprendre que, là aussi, il faut dépersonnaliser. Oui, il y a Donald Trump, qui est un personnage assez inattendu, et que certains trouvent aberrant. Mais le fait que une partie du gouvernement américain soit prêt à fabriquer pour Donald Trump un rapport qui explique que les importations automobiles pourraient poser un problème pour la sécurité nationale montre deux choses. Soit c'est l'ensemble des Américains qui sont en train de devenir fous, soit il y a une adhésion au programme et à la façon de faire, à la vision stratégique de Donald Trump. Bon, je préfère la deuxième solution. Il vaut mieux, en politique, décréter que l'autre est fou, ça n'amène jamais grand-chose. Et alors, à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez observé la séquence qui s'est passée dans ces 15 derniers jours, à ce moment-là, évidemment, les Allemands commencent à trembler. On les comprend, vu ce que sont les exportations automobiles aux États-Unis, les exportations automobiles allemandes. Bon. Et donc, à ce moment-là, Donald Trump, qui sans doute répond parfaitement à la formule que vous trouvez dans l'art de la stratégie de Sun Tzu, à savoir il faut penser stratégie et il faut agir de façon primitive, eh bien, il attend les Allemands à la table et il dit mais bien sûr qu'on peut discuter. Ah oui, on va discuter. Alors moi, je suis prêt à négocier effectivement sur l'industrie automobile, mais on va mettre dans la discussion, on va mettre l'agriculture française. Parce que ça aussi, ça nous pose un problème. Qu'est-ce qui va se passer?
C'est quoi? On vient de signer le traité d'Aix-la-Chapelle. On a décidé qu'on allait faire le maximum de choses en commun. Je ne fais aucun procès d'intention à qui que ce soit, mais est-ce que vous pensez vraiment que pour sauver l'industrie automobile allemande, les Allemands vont se priver de poser la question de la politique agricole commune? Est-ce que vous, dirigeants français, vous le feriez? C'est une question qu'on peut poser au gouvernement actuel. De sacrifier la politique agricole commune pour l'industrie automobile allemande. Ah. C'est-à-dire qu'on rentre dans la politique. C'est-à-dire qu'on revient, après tout, le best-seller de Donald Trump s'appelle l'art du deal. Bon. Lisez, n'oubliez pas le 11e principe. Il en énumère 11, c'est un bouquin pour école de commerce, hein, The Art of the Deal. Et le 11e principe, always have fun when you negotiate. C'est excellent. Je pense qu'il s'abuse assez fréquemment. Bon, mais les sujets sont graves, revenons-y, et vous voyez que là, on va avoir un vrai sujet. Comment est-ce qu'on négocie là-dessus entre Français et Allemands? On rentre dans le monde réel. C'est ça pour moi le choc des réalités. Dernier point, parce que je pense qu'après c'est intéressant que nous discutions, je voudrais revenir à ce psychodrame franco-français. Et si vous voulez, moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre en Allemagne des années. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que dans ce fameux modèle allemand que les Français tirent d'une observation un peu superficielle de l'Allemagne, il y a des points à côté desquels ils passent totalement. L'un de ces points, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y a quelque chose dont les Allemands ont encore plus horreur que du capitalisme financier, on va dire, à l'anglo-saxonne, c'est l'intervention de l'État dans l'économie à la française. Bon, je ne reviens pas, je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a autre chose, et là, prenons simplement les qualités de l'Allemagne telle qu'elle est. Vous avez en Allemagne on va dire une décentralisation dans l'application des décisions permanente, extrêmement efficace, et qui fait la force de l'Allemagne. Et en particulier, je crois que ce qui fait la force de l'Allemagne, c'est que, on dit toujours c'est le pays du Mittelstand, des ETI, pour parler avec un acronyme français. C'est le pays des réussites industrielles extraordinaires à l'échelle mondiale pour des entreprises familiales et qui ont souvent le capital est resté familial, etc., etc. Oui, tout ça est vrai, mais il y a quelque chose d'encore plus générique, qui est l'extraordinaire capacité à la subsidiarité réelle de l'Allemagne, indéniablement. Je dirais que, sans faire de mauvaises allusions, mais c'est aussi quelque chose qui faisait la force de l'armée prussienne au XIXe siècle. C'est ce que les officiers prussiens appelaient la liberté prussienne. Il y avait un ordre, vous appliquez l'ordre, et puis tout d'un coup, comme chacun sait, à la guerre, la première chose qui s'écroule, c'est la stratégie qu'on a imaginée. Et donc on s'adapte. Et comment est-ce qu'on fait? Et à l'époque, dans l'armée française, dans l'armée britannique, dans l'armée russe, il fallait demander au-dessus comment on s'adaptait. L'armée prussienne avait inventé un truc génial, c'était que pourvu que vous restiez dans l'ordre stratégique général, vous pouviez choisir les moyens de l'adaptation. Alors, vous savez que c'est des choses qui ont été très étudiées, et on a fait d'ailleurs des comparaisons sur le plan industriel entre l'Allemagne et le Japon, ce qu'on a appelé le modèle Toyota aussi, le fait qu'à tous les niveaux de la chaîne de fabrication et de la hiérarchie de l'entreprise, chacun dans son domaine de compétences peut apporter une plus-value à une idée, quelque chose de nouveau. Tout ça est bien connu. Mais, si vous voulez, moi ce qui me fascine, c'est ce décalage entre un monde dirigeant français qui n'a que le modèle allemand à la bouche et qui en même temps, depuis des années, ne cesse de recentraliser un certain nombre de processus. Il se trouve que moi j'étais dans diverses fonctions, j'ai eu l'occasion d'exercer des responsabilités au sein de l'État et j'ai été fasciné, pour moi il y a une décennie noire, c'est 2005-2015, où profitant de la révolution numérique, l'État s'est mis à recentraliser un certain nombre de processus contre la politique de décentralisation qui avait été mise en place depuis les années 80. Et alors vous dites que vous êtes dans la convergence franco-allemande,
Et vous faites exactement le contraire de ce que les Allemands font. Parce que face à la révolution numérique, les Allemands ont une conclusion différente. D'ailleurs, d'où le succès de l'industrie 4.0 et tout ça. C'est non, le numérique, c'est small is beautiful. C'est le fait que vous avez, au niveau de l'entreprise, vous avez une masse d'informations à disposition comme vous n'en aviez jamais eu jusque-là, et ça vous rend d'autant plus autonome, d'autant plus indépendant, d'autant plus flexible dans vos choix. Et donc moi je crois que si nous réfléchissons sérieusement sur ce que c'est que ce modèle allemand, et j'espère que vous n'avez pas compris mon exposé comme l'idée qu'il fallait sortir de la relation franco-allemande, non, mais il faut la penser tout à fait autrement, et ça demande d'abord, nous Français, de réimaginer un modèle français. Et ce modèle français peut un jour converger avec le modèle allemand, moins dans des processus institutionnels contraignants, que simplement parce que nous aurions des dirigeants qui seraient enfin de leur époque et qui auraient enfin compris ce que sont les implications profondes de ce que vous appellerez au choix la troisième révolution industrielle, l'industrie 4.0, la révolution numérique, le monde post-digital, appelez-le comme vous le souhaitez. Il y a autant de définitions que d'auteurs, mais fondamentalement c'est bien ça. C'est dans un monde où l'information est devenue tellement abondante et si bon marché, on y gagne en autonomie, on y gagne en capacité d'action, en flexibilité, on y gagne aussi en capacité à repenser le monde en responsabilisant les acteurs à tous les niveaux. Et ça, vous aurez beau pontifier en expliquant que finalement les Français sont plus créatifs que les Allemands et que c'est pour ça qu'ils vont réussir dans la nouvelle révolution industrielle, la réalité c'est que les Allemands sont plus adaptés que nous, en tout cas le monde dirigeant allemand est plus adapté à la réalité de la quatrième révolution industrielle que le monde dirigeant français parce qu'il a compris que small is beautiful, que l'information abondante donne une autonomie, une capacité d'évolution de la décision tout à fait extraordinaire et il se trouve que ça coïncide extrêmement bien avec une certaine histoire allemande depuis plusieurs décennies, même plusieurs siècles. Donc voilà, je voudrais finir là-dessus, c'est aussi sur quelque chose d'optimiste, c'est-à-dire que, mais ça demande une révision déchirante, je pourrais dire à l'emporte-pièce de ce qu'on enseigne à l'ENA, plus généralement de la compréhension que nous avons du monde tel qu'il évolue. Je crois que c'est possible, et c'est à ce prix-là, c'est au prix d'un retour sur nous, non pas dans le self-bashing, mais dans la compréhension du monde, et donc dans la transformation du système de formation de nos élites, mais aussi dans la confiance que nous mettons dans la décentralisation, la capacité d'autonomie à tous les niveaux territoriaux, à tous les niveaux de l'entreprise, que nous trouverons une nouvelle façon d'aborder les relations entre la France et l'Allemagne. Je vous remercie.